4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Linda Ndundu Bonongue, bonjour. Bonjour, Monsieur Mouamba. Vous êtes cofondatrice du groupement des femmes politiques indépendantes GFPI à Kinshasa, business facilitatrice et auteur du livre Passeport pour l'emploi. Merci de répondre à l'invitation de la radio Afrique d'une seule voix, basée à Paris, en partenariat avec Grand Journal pour analyser le bilan du président Félix Tshisekedi et son gouvernement 4 ans après son accession au pouvoir en RDC. Mais avant cela, Linda Ndundu Bonongue, pourriez-vous expliquer en peu de mots le GFPI, c'est quoi et pourquoi l'avez-vous créé? Le groupement des femmes politiques indépendantes a été créé par Lily Amba Kombo et moi. Nous avons créé ce mouvement parce que, en tant que femmes et mères, nous voulions pouvoir entrer en politique sans avoir des obligations vis-à-vis de responsables de partis politiques, par rapport à des agendas de partis politiques également, des tracasseries liées à tout ce qu'une femme pourrait vivre dans ce contexte-là. Et donc, on trouvait que le poste de candidat indépendant était beaucoup plus adapté à la façon dont nous voulions accéder à des postes au travers des élections en 2023. Nous sommes chrétiennes, donc nous avons mis ça en prière à peu près 1 an et nous nous sommes lancées, malheureusement assez tard, parce qu'en même temps, nous n'avions pas d'informations qui étaient données et accessibles. Et donc, nous avons appris assez dans le tard que la loi électorale ne permettait pas aux femmes et aux hommes qui se présentaient en tant qu'indépendants de pouvoir briguer un poste et de gagner les élections, vu qu'il y a une modalité qui s'appelle notamment le seuil électoral. Donc aujourd'hui, le groupement sert surtout de réunir toutes ces femmes qui, à la base, voulaient se présenter en tant qu'indépendantes, ou bien des femmes qui veulent soutenir d'autres femmes. Et nous servons de pépinière et les objectifs sont aussi de pouvoir former les femmes, de les préparer, de les accompagner pour le moment où elles vont se présenter aux élections de 2023 à 2027, puisqu'il y a les élections nationales, provinciales et locales cette fois-ci. À propos du bilan de 4 ans au pouvoir du président Félix Tshisekedi, ses détracteurs affirment que le président et son gouvernement ont lamentablement échoué. Tous les programmes qu'ils ont initiés, notamment le programme de 100 jours, Tshilé-Gelou, la construction d'infrastructures à travers le pays, notamment les routes, les ports, la gratuité de l'enseignement de base, et j'en passe. Selon eux, tout a été un fiasco. Mais par contre, pour le président, les partisans du président, son bilan est globalement positif. Quelle est votre analyse personnelle sur l'action du régime actuel? Je vais donner une analyse personnelle, mais aussi une analyse par rapport au groupement des femmes politiques indépendantes. Alors, d'abord, en tant que groupement des femmes politiques indépendantes, je dirais que nous avons opté de venir aider les hommes à faire la politique autrement. Nos objectifs sont l'avancement des femmes, donc atteindre la parité. L'autre objectif, c'est d'aider les jeunes à monter aussi dans des postes politiques, mais surtout aussi donner l'accès aux populations vulnérables. Nous partons du fait que, voilà, par exemple, une personne atteinte d'albinisme ne doit pas forcément gérer l'État au travers du ministère des personnes avec vulnérabilité, handicap et toute terminologie qui tourne autour de ça. Par rapport à la problématique aujourd'hui des opposants qui disent que le régime actuel n'a rien fait
et des gens du régime qui disent que ah oui, tout a été fait et tout a été bien fait, le groupement des femmes politiques indépendantes et moi-même personnellement, puisque les deux initiatrices ont fondé ce groupe-là par rapport à leur opinion personnelle, c'est que nous ne pouvons pas continuer d'année en année, on est quand même au bout de X années d'indépendance, d'être un peu dans cette bipolarité, à savoir, voilà, il y a ceux qui veulent défendre un point de vue et ceux qui sont contre un point de vue. Ce n'est pas possible quand on gère les choses de l'État, quand on est gestionnaire, de se limiter à donner un bilan positif ou négatif selon qu'on appartient à telle partie ou à l'autre partie. Non. Quand on est gestionnaire, on fait un bilan, on évalue les actifs et les passifs, on évalue les produits et les charges, si on peut dire. Donc, on évalue ce qui a été bénéfique et ce qui a été une perte. Et après, suite à cela, on fait un constat du résultat et on s'adapte pour que le résultat soit meilleur. Donc, oui, il y a des choses qui ont été faites par la gestion de Félix Tshisekedi, de son exécutif et du législatif, entre guillemets, élu par le peuple, et des différents législatifs. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des côtés qui sont positifs, et oui, l'opposition a raison, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais maintenant, nous, femmes, moi personnellement, je ne pense pas que ce soit la solution. En tant que job facilitatrice, en tant que business facilitatrice, je vois bien que normalement, ce qu'on fait, on fait un état des lieux, on fait une évaluation des compétences, on voit où le bas blesse, on trouve des solutions et on les améliore. Ou sinon, quand vous faites du développement personnel, vous allez juste constater qu'une personne n'a pas les compétences et puis vous ne l'aidez pas parce qu'il n'a pas les compétences. Donc, ce n'est pas comme ça. Il faut voir dans quelle mesure on peut aider une personne à atteindre les objectifs qu'il veut atteindre. Donc, personnellement, je pense que je n'ai pas envie de rentrer dans ce jeu de « on se jette la pierre ». Et nous avons une catégorie de politiques. Heureusement, il y a des nouveaux politiques qui naissent. Notamment, il y a un groupe politique qui s'appelle Nouvelle Classe Politique, qui a un peu la même dynamique que nous, mais différemment. C'est plus dans les débats, c'est plus pour changer les personnalités. C'est un groupement qui est plus homme, si on peut dire, majoritairement homme. Et l'objectif, c'est de penser autrement, de faire de la politique autrement. Donc, c'est difficile pour moi de prendre parti pour un côté, pour un autre, surtout que je suis une activiste politique depuis quelques années et que j'ai fait partie de ces gens qui critiquaient le pouvoir en place d'une manière ou d'une autre. Mais de l'autre côté, en tant que personne active dans la société congolaise, je pense que constamment se mettre en position d'opposition, constamment rejeter toute décision, on ne peut pas avancer dans un pays où il y a l'anarchie et où constamment, quand une décision est prise ou quand des résultats viennent, on ne veut pas participer à l'amélioration des choses. On utilise ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir pérenniser son accession au pouvoir, dire aux gens qu'on va faire mieux, et quand on arrive au pouvoir, on ne fait pas mieux parce que pendant tout ce temps-là, au lieu d'évaluer, de diagnostiquer et de voir les causes de pourquoi ça ne fonctionne pas, on a utilisé tout ce qui ne fonctionnait pas juste pour justifier d'être voté, puis on arrive au pouvoir et comme on ne s'est pas préparé à régler les problèmes, comme on ne les a pas analysés à la source, eh bien on répète ce que l'ancien régime a fait. Donc, et personnellement, et le groupement des femmes politiques indépendantes n'aiment pas trop rentrer dans ce jeu de « non, c'est la faute de l'autre ». Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Alors, Linda Ndondo Bonongue, au chapitre des femmes, par exemple, là, bon nombre d'observateurs sont d'accord que le président Félix Tshisekedi a changé de paradigme en augmentant le taux de représentativité des femmes dans le gouvernement central et à la tête de province, mais aussi en sortant les femmes du carcan qui les confinaient à des postes protocolaires pour leur donner des postes hautement stratégiques tels que la Banque centrale, le ministère de l'Environnement et bien d'autres grands ministères.
Mais malgré tout cela, on ne voit pas l'impact de ces nouveaux changements dans la gouvernance du pays. Que répondez-vous? Bon, d'abord, ma première partie de réponse à ça serait que les femmes ne sont pas le sel qu'on met dans une recette pour que le plat soit plus facile à avaler, ou la petite sauce qu'on met pour effacer l'amertume de ce qui existait déjà. Donc, penser que mettre une minorité de femmes dans une majorité de décisions politiques qui précédaient ces femmes et penser que cette petite sauce qu'on ajoute va créer la différence, non, ça permet juste d'avaler mieux ce qui existe déjà et que tout le monde peut montrer du doigt, quel que soit le régime en présence. Je salue l'effort que le président de la République a fait. L'erreur est de penser que voilà, tout change avec le président de la République et tout change avec les décisions qu'il prendra et les implémentations qu'il prendra. C'est une affaire d'individus. Alors prenons par exemple le cas du ministère de l'Environnement dont vous me parlez. Madame F. Bazaïba, voulez-vous me dire que le travail que Madame F. Bazaïba a fait ne fait pas de différence dans la gestion du pays? Il me semble que je l'ai vue à plusieurs fois intervenir, et notamment lorsqu'elle était au Canada, lorsqu'on parlait de biodiversité, et que nous avions le Rwanda qui présidait une commission pour parler de la biodiversité. Madame F. Bazaïba, en tant que femme, a pu toucher les personnes qui étaient autour pour rappeler qu'il n'était pas normal que le Rwanda ait la présidence d'un problème de biodiversité, dont on doit solutionner les différents desiderata, si on peut dire, toutes les conséquences que la République démocratique du Congo vit, quand en fait, depuis 25 ans, depuis que nous avons malheureusement eu des réfugiés qui ont fui le génocide des Tutsis et d'autres diront des Tutsis et des Hutus, on va me critiquer et me dire que je suis négationniste. Non, il y a eu génocide et nous voulons savoir exactement ce génocide a été jusqu'à quel cas, mais depuis que nous avons accueilli nos voisins qui malheureusement ne savent pas vivre ensemble, eh bien nous avons eu des viols de femmes, nous avons eu des gens tués, nous avons eu notre biodiversité terrassée. Et Madame F. Bazaïba a vraiment soulevé le point qu'il était anormal de me donner la présidence à un pays qui fait partie de la destruction de notre biodiversité. Il me semble que cette commission n'a plus été présidée par le Rwanda. Donc dire que l'apport d'une femme, et je peux vous donner plusieurs exemples, pas seulement sous Félix Tshisekedi, nous avons sous Kabila, sous Joseph Kabila, une dame qui a été appointée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il s'agit de Marie-Thérèse Guéringbo. En un an, elle a épuré 10 ans d'impayés de pension. Alors dire que l'apport des femmes ne change rien, non. Le problème, c'est que c'est souvent micro-social, micro-économique, les femmes agissent dans leur milieu. Elles n'ont pas besoin de faire le marketing de leur réussite. Elles ne vont pas venir avec plein de journalistes pour vous dire qu'elles ont fait ce changement. Les femmes travaillent comme elles travaillent à la maison, comme elles travaillent à l'éducation des enfants, comme elles sont des mamans maraîchères, comme elles ont payé les salaires des hommes les transports des hommes pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, où ils étaient impayés. Les femmes étaient là. Elles ont fait quelque chose. Et ce n'est pas le fait que Félix Tshisekedi aujourd'hui décide de mettre des femmes en minorité que les femmes vont subitement faire la différence. Elles font la différence depuis longtemps. Dans les églises, c'est elles qui cotisent plus. Dans les quartiers, c'est elles qui développent. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui viennent avec des microcrédits. Ces microcrédits viennent pour formaliser quoi? Les entrées financières de ces femmes. Quand on est dans la diaspora, les femmes cotisent et envoient. Toutes ces sociétés de transferts internationaux sont d'abord financées par les femmes. Donc voilà. Simplement, l'impact des femmes n'est pas évalué, n'est pas perçu de la manière dont il devrait être perçu. Donc même dans cette narrative-là, je n'entre pas trop parce que, faut me donner des critères clairs, comparables, quantifiables, qualifiables. Mais en tout cas, moi, de ma façon d'analyser les choses, je trouve que quand les femmes sont là, il y a une différence. Mais bien sûr, les femmes sont comme les hommes.
certaines vont être aussi corruptibles, certaines sont aussi dans la mégestion. Il faut toujours choisir la bonne personne à la bonne place. Et il n'y aura pas de différence entre les femmes et les hommes, ni les jeunes et les vulnérables de ce point de vue-là. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix. Alors, Linda Ndondo Bonongue, un autre caillou dans la chaussure du président et celle du gouvernement, c'est la sécurité à l'Est. Le président Félix Tshisekedi avait dit qu'il se sentirait pleinement président s'il réussissait à ramener la paix à l'Est du pays, mais 4 ans après, ces détracteurs disent que la situation s'est même davantage dégradée. Qu'en pensez-vous? La situation s'est davantage dégradée. Bon, moi, ce que je peux vous dire à partir de Kinshasa, c'est que quand même si la situation s'est dégradée, pour la première fois depuis des années, j'ai vu qu'à l'Est, des gens ont marché, ont fait des grèves. Il y a même eu une grève des professeurs qui a été faite à l'Est en solidarité avec les grèves de Kinshasa. Ce que pendant pratiquement 25 ans, on n'avait pas eu. On pensait que les gens à l'Est, c'était tout ce qu'on avait comme rapport de l'Est, c'était que les gens étaient tués, qu'il y avait les viols. On ne savait pas trop ce qui se passait. On parlait seulement de rébellion. Aujourd'hui, dans l'actualité, on entend que les gens de l'Est vivent normalement. On voit que des gens vont à l'église. Bon, il y a eu un attentat. Les gens étaient à l'église, je pense qu'il y avait un baptême. On voit que des gens fêtent dans des hôtels. Il y a une multitude d'hôtels. Je suis business facilitatrice. J'ai un réseau à peu près de 300 entreprises congolaises. Quand je dis congolaises, à 100%, des Congolais, comme diraient d'autres, de père et de mère, si on peut dire. Bon, il y a quand même un jeune dans le groupe qui est un descendant purement belge et qui fait partie du groupe parce que voilà, il est là et il est présent parmi les Congolais. Et parmi ces entreprises-là, il y a des entreprises de l'Est. Alors, si la sécurité n'est pas à l'Est, il faut m'expliquer comment ça se fait que la plupart des entreprises chocolatières sont situées à l'Est. Les entreprises qui produisent des jus de fruits, elles sont situées à l'Est. Il y a des entreprises qui font du fromage et tout ça, elles sont à l'Est. Donc, comment ces entreprises parviennent quand même, dans cette insécurité, à développer des concepts qui sont même exportés. C'est-à-dire qu'il y a certains de ces entrepreneurs qui exportent à l'étranger, qui ont des produits de qualité reconnus à l'étranger, notamment une dame qui fait le poivre. Donc, moi, je trouve ça un peu étrange. Quand on parle du manque de sécurité à l'Est, aujourd'hui, nous avons des cas, et c'est filmé, c'est documenté, de personnes, d'habitants de l'Est, qui dénoncent. Avant, ils n'osaient pas dénoncer parce qu'ils avaient peur que lorsqu'ils dénonçaient, l'armée viendrait les éliminer. Donc, personne n'osait dénoncer dans les villages ceux qui tuaient les autres, ceux qui violaient les autres. Aujourd'hui, nous avons des cas et c'est devant les caméras. C'est des exemples aussi en audio qui disent que, voilà, dans tel village, il y a telles personnes qui sont arrivées et tout. Quand les policiers, les militaires viennent, il y a dénonciation parce qu'ils n'ont pas peur de représailles. Et semblerait-il, ces représailles ne viennent plus de l'armée parce qu'avant, il y avait des rapports, des témoignages comme quoi, eh bien, quand tu, comme on dit en lingala, kofunda, ce kofundi, allez, comme bizarrement, la personne, oui, afundaki, donc la personne qui a menacé, pendant la nuit, on vient de tuer cette personne ou toute la famille. Donc, la réalité sur terrain de cette insécurité, bien sûr qu'on ne peut pas nier le fait que nous avons les M23, qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y a les ADF. Et on ne peut pas faire une guerre sans désordre. Ce n'est pas possible quand on nous fait la guerre qu'il n'y ait pas le désordre. Et donc, ça va paraître comme une insécurité à l'Est. Maintenant, nous avons découvert après le Covid que l'état d'urgence existait dans la Constitution. L'état de siège existait dans la Constitution. Mais aucun Congolais n'était au courant que dans la Constitution existait cet article-là. Et l'état de siège avait été beaucoup critiqué. À l'époque, je ne parlerai pas du groupement des femmes politiques indépendantes qui n'existait pas d'ailleurs. À l'époque, moi personnellement, quand on m'avait demandé ce qu'il en était, qu'on ne comprenait pas pourquoi l'état de siège construisait des routes, je disais mais c'est tout à fait normal.
Si l'armée prend possession du territoire, il doit avoir des routes pour les tanks, il doit avoir des routes pour ceci. Mais je constate après des mois que j'avais raison de dire cela, parce que nous sommes dans une situation où l'armée présente ses artefacts militaires. Nous voyons des hélicoptères, nous voyons des bateaux de l'armée, nous voyons des tanks militaires, nous voyons des véhicules militaires qui arpentent ces routes qui avaient été rénovées ou établies lors de l'état de siège. Donc, voilà, l'insécurité, elle est existante, elle est mitigée, mais comment voulez-vous, si un État vous déclare la guerre, ce qui est le cas aujourd'hui, le Rwanda nous déclare la guerre au travers du M23, et nous n'avons pu prouver que le lien du Rwanda avec le M23, ok? Si nous nous mettons à enquêter par rapport à toutes ces rébellions qui existent à l'Est, nous allons découvrir que la guerre n'est peut-être pas seulement propagée par le Rwanda et le M23. Et donc, nous allons comprendre que, voilà, puisque la guerre nous est déclarée, forcément, dans cette guerre-là, il y aura une réponse, il y aura une répartie, les belligérants ne se laisseront pas faire, il y aura une insécurité, mais cette fois-ci, cette insécurité, elle n'est pas dans le vide, elle n'est pas dans l'anarchie, elle n'est pas faite de telle manière à ce que le Congolais ne puisse pas se défendre. Et ce que j'apprécie, c'est que le ministère de l'Éducation a même annoncé, après le président de la République, que nos enfants vont aujourd'hui avoir 1 mois de service militaire. Ok ? Donc, ce service militaire qui, j'espère, sera annuel, comme nous avons au Canada des gens qui sont formés tous les week-ends, comme nous avons aux États-Unis des gens qui peuvent être volontaires et être formés tous les X temps et puis revenir à leur vie civile, bien nous allons avoir un système ici au Congo qui va faire que chaque Congolais puisse se défendre. Moi, je trouve que ce sont des bonnes solutions pour rétablir la sécurité des Congolais. Au-delà de ça, j'aimerais rappeler que quand le président de la République est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est d'arrêter un peu la précarité de nos militaires et de nos policiers. Nous avions des militaires et des policiers qui avaient des camps où il n'y avait pas l'eau depuis l'époque de Mobutu. Comment voulez-vous avoir une armée qui se bat pour sa nation quand cette armée est précarisée? Vous aviez des colonels, des généraux, des capitaines qui attendaient leur pension depuis 10 ans. Comment voulez-vous que des gens qui attendent leur pension depuis 10 ans, 15 ans, qu'ils n'ont pas reçu de pension pendant 20 ans et qu'on les affecte par exemple à l'Est où ils voient qu'il y a des business qui peuvent être faits, comment voulez-vous que des gens qui doivent nourrir leur famille, nourrir leur clan, parce que la famille en Afrique, c'est pas papa, maman, les enfants, c'est les oncles, les tantes, les cousins. Comment voulez-vous que ces gens qui ont des responsabilités, une pression familiale et sociale, ne se lancent pas dans des business, des rébellions? Donc je pense que vraiment, il y a toute une série de solutions, notamment l'augmentation des salaires je pense, des militaires et des policiers. Toute une série de mesures qui visent à effacer cette insécurité. Cette insécurité, on ne peut pas la nier et elle existe même dans les États où il n'y a pas la guerre, où il y a la démocratie. Cette insécurité, elle existe aux États-Unis, qui a une liste des terroristes internes. Chaque année, les Américains donnent la liste de terroristes étrangers et de groupements qui sont sur le territoire américain, qui sont des Américains et qui sont considérés comme des terroristes. Il y a donc une insécurité quelque part aussi dans ces pays-là. Alors nous tendons à vouloir mieux nous organiser et moi je suis favorable à mieux organiser les choses, quel que soit le pouvoir en place. Mais de dire que voilà, c'est une insécurité constante, on avait un demi-embargo. C'est-à-dire qu'on avait le droit de pouvoir s'équiper en armes, mais il y avait des mesures qui étaient limitées. Ça a été levé, ok? Donc il faut donner le temps à ces mesures de se faire. Nous avons un pays continent, nous avons une fonction publique qui est gangrénée par la corruption, nous avons des responsables politiques qui sont gangrénés par la corruption. Vous pensez bien que ces changements-là, avec une union sacrée qui a dû se bâtir, des coalitions qui ont dû se défaire, vous pensez bien que ces projets-là n'ont pas pu se faire comme ils doivent se faire. Donc certes, il y a toujours insécurité pour le Congolais, mais pas seulement le Congolais sur le territoire congolais. Il y a des Congolais qui sont dans la diaspora africaine et qui sont maltraités.
Okay, et pourtant, il n'y a pas la guerre dans ces pays-là, mais ils sont maltraités parce que le droit de Congolais n'est pas donné. Donc nous devons ensemble bâtir notre dignité, bâtir le respect de notre nationalité, bâtir le respect de notre humanité. Et ça ne peut pas se faire en critiquant quelqu'un parce qu'il n'est pas arrivé seul. C'est ensemble que nous pouvons le faire. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Linda Bonangue, mais le problème c'est que on a un président de la République, Félix Tshisekedi, qui vient d'un parti qui a basé sa méthode de conquête du pouvoir sur la lutte non violente et les normes démocratiques. Et aujourd'hui, dans sa gestion de la situation à l'est du pays, il se base sur la diplomatie, une approche jugée naïve par les opposants. Oui, mais le problème, c'est que nous avons eu une réputabilité pendant des années, et notamment peut-être à cause du comportement de la diaspora, qui allait dans des manifestations contre un pays comme par exemple le Rwanda, qui venait de vivre le génocide, et on nous a catégorisé, nous, les Zaïrois, les Congolais, de personnes agressives et violentes. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Nous avons une communauté qui fait la publicité d'un génocide qui n'existe pas sur elle, au sein de la République démocratique du Congo. Nous sommes catégorisés comme dangereux. Nous avons été les personnes violées. Nous avons été les personnes tuées. Nous sommes envahis de rébellion. Aujourd'hui, on parle même plus de rébellion. C'est du terrorisme. C'est du détournement des fonds. C'est du blanchiment d'argent. Nous sommes rackettés par une série de rébellions qui doivent nourrir des terroristes de par le monde. Hein? Et donc, la problématique ici, c'est que montrer à l'humanité que nous, le Congolais, rappelez-vous du Congolais, rappelez-vous du Zaïrois, nous sommes pacifistes. Nous ne sommes pas des gens qui venons directement prendre un poignard et régler les comptes. Nous ne sommes pas génocidaires. Nous sommes un pays de diversité et nous avons une multitude de minorités. Nous avons au moins 475 tribus sur le territoire congolais. Et nous avons l'habitude de gérer les problèmes entre nous. Nous ne sommes pas le Rwanda qui dit avoir 2 tribus alors qu'ils en ont 3 et qu'ils ont à peu près 4 minorités dont ils ne parlent pas. On ne peut pas comparer. On ne peut pas dire de nous que nous ne sommes pas ceci. Non. Nous savons entre nous entendre. Nous l'avons fait pendant des millénaires et des siècles. Les Bantous sont arrivés en 1100, il y a 1100 ans, ils ont rencontré les Pygmées et au fur et à mesure, nous avons eu plusieurs occupants qui sont arrivés. Et cette diversité ethnique et tribale nous a toujours amenés à rentrer dans une palabre. Nous sommes un État qui a une ancestralité de palabres pour résoudre les problèmes. Nous ne sommes pas des gens qui prenons les machettes pour tuer les autres. Ça, c'est une modernité qui nous surprend. Et c'est pourquoi nous sommes devenus victimes, parce que nous avons cru, en acceptant une fois les Hutus, une fois les Tutsis, une fois encore les Hutus, une fois les Tutsis, si nous avons cru que nous allions contaminer ces gens, nous avions cru que devenus Congolais ou étant Congolais depuis je ne sais pas combien de temps, ils allaient laisser cela. Ils n'ont pas laissé. Mais ce n'est pas parce que les gens attendent de prendre les armes directement, de nous battre, que nous allons ne pas palabrer. Également, comme la communauté européenne a décidé d'écouter ces personnes qui se disent être victimes, eh bien, nous voulons prouver que non. Nous jouons le jeu. La communauté internationale nous a demandé de les recevoir. Nous avons ouvert les frontières. La communauté internationale nous a demandé d'accepter la MONUSCO pour régler le problème. Nous l'avons fait. La communauté internationale, il y a beaucoup de pas que le président prend, que le Parlement prend. Ce sont des décisions internationales qui nous les imposent. Mais également, si nous nous mettions à faire ce que le Rwanda fait entre Rwandais, ce qu'ils font, si nous nous mettions à faire cela, mais le Congo est trop grand.
Si les Congolais se mettaient à prendre des armes et aller s'en prendre à un pays étranger ou s'en prendre à une petite minorité ici, mais ce serait la catastrophe. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce jeu-là. Nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des Rwandais. Nous avons 475 tribus, 475 ethnies. Elles parlent des langues différentes. Nous avons trouvé des solutions historiques. Nous avons divisé ce pays en groupements linguistiques afin que ces communautés qui ne parlent pas une langue aient chacune une langue qui puisse échanger avec les autres. Nous avons une langue administrative qui est le français. Et grâce à cette langue qui est le français et des valeurs de fraternité, de communauté, de droits humains, nous les appliquons et nous pensons que oui, effectivement, même si ça prend du temps, même si nos propres gens sont sacrifiés dans cette histoire-là, ça mérite un débat, ça mérite la diplomatie. Mais une chose est claire, on a toujours pensé que le Congolais ne savait pas se battre, que le Congolais ne faisait que danser, que le Congolais ne savait que boire, que le Congolais ne savait que bien vivre. Non, le Congolais est capable de se battre. Mais simplement, il connaît sa force et il sait que la personne qu'il a en face de lui est un être humain et a droit à la vie et à la liberté. Mais si nous devons nous défendre, nous allons nous défendre. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix. Ce que vous dites est tellement intéressant que ça peut entraîner des analyses profondes, un développement intense, mais nous sommes à la radio, on n'a pas tout le temps. On pourra y revenir avec des émissions, des formats beaucoup plus larges. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de la justice. La justice qui est la colonne vertébrale de l'état de droit, qui est la vision même du président Félix Tshisekedi, qui s'est dit déçu. Donc le président s'est dit déçu de la manière dont la justice est administrée. Il a dénoncé la corruption qui est une espèce de cancer qui a répandu ses métastases dans pratiquement tout l'appareil judiciaire. Mais ses opposants, ses détracteurs parlent plutôt de la théâtralisation, ils parlent du manque de moyens, ils parlent de la désorganisation du secteur de la justice. Quelle lecture faites-vous? La corruption, elle existe partout et elle perdure à cause de l'impunité. Si la justice faisait son travail, la corruption n'existerait pas. Donc, le nerf de la guerre se situe là. Nous avons déjà l'IGF qui poursuit les gens. Il y a déjà des procès qui ont eu lieu, mais semble-t-il, comme le président de la République l'a dit, ça ne va pas. Moi, je ne suis pas une spécialiste du droit. Je n'ai pas été formée dans le droit. C'est une matière que je n'ai pas approfondie jusqu'à présent dans les débats avec d'autres personnes. Donc, c'est difficile de vous donner des solutions, de vous donner des analyses correctes. Mais le constat est que oui, s'il y a impunité, il ne peut pas avoir amélioration de la justice ici. Et la justice est censée être l'organisme qui installe le fait que si tu es voleur, tu es payeur. Si tu es voleur, tu dois être incarcéré. Si tu es tueur, enfin, et la justice ne fait pas son travail comme il se doit pour le moment. Mais je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails de cela. Je vous inviterai plutôt à solliciter parmi le groupement des femmes politiques indépendantes les femmes qui sont des avocates. Nous allons nous organiser pour justement ce volet de la justice, parce que cette corruption, elle existe à tous les niveaux, au niveau social surtout, au niveau familial, au niveau patrimonial, en tout cas dans tous les aspects. Mais comme je ne suis pas une spécialiste de la matière, je vous inviterai vraiment à parler plus avec quelqu'un qui l'est. Donc, Lida Bodongue, le temps passe très vite. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Alors, le temps passe aussi vite concernant les dirigeants. Maintenant, c'est la dernière année du mandat de 5 ans du président et de son gouvernement. On se pose la question de savoir, au vu de ce qui a été fait comme réalisation dans un pays où tout était à faire, tout est encore à faire, est-ce qu'il y a, oui ou non, raison de renouveler le mandat au président Tshisekedi lors des prochaines élections? Écoutez, c'est le peuple qui va décider.
Tout va dépendre du bilan. Et le bilan, il sera mitigé, il sera sûrement mitigé. Il est toujours mitigé dans un État-continent comme le nôtre où on prend des mesures et ces mesures sont d'application de manière minoritaire, surtout 4 ans après 60 ans de destruction. Après peut-être 20 ans de destruction, après 30 ans selon les points de vue, parce que vous aurez les Mobutistes et vous diront ah non, ça a été construit et ça n'a pas été déconstruit lors de la fin du régime de Mobutu. Les gens sous Kabila diront ah oui, on a fait 20 ans, on a construit, on a fait ceci. Le fait est qu'il y a eu des diagnostics, notamment dans l'éducation. On pensait mettre la gratuité parce qu'on pensait que sous Kabila, 1000 écoles avaient été promises et qu'on allait trouver 1000 écoles. Et dans ces 1000 écoles, en plus des autres écoles qui existaient, on allait pouvoir instaurer la gratuité. Puis on s'est rendu compte que ces 1000 écoles étaient inexistantes. Donc comment pouvez-vous installer la gratuité dans 1000 écoles de l'État qui n'existent pas sur le territoire congolais? Vous allez faire avec les écoles qui sont là. Toutes les autres écoles sont des écoles non conventionnées. Elles n'ont pas de collaboration avec l'État. Donc c'est assez difficile de mettre en place certaines mesures. Mais qui va voter? Ce sont les gens qui sont bénéficiaires de ça. Et je pense que durant l'enrôlement, il y a des gens qui sont peut-être fanatiques du président de la République et qui vont dire oui, moi j'ai ça. Je parlais ce week-end avec des personnes qui me disent dans notre quartier, ça fait 30 ans que l'eau ne coulait pas dans le tuyau. Et nous avons l'eau. Vous avez des routes secondaires qui ont été construites. Ça faisait 40 ans qu'on ne les a pas construites, mais ceux qui sont sur les routes principales vont se plaindre. Ils vont dire on a la salubrité, on a l'inondation, on a ceci. Mais ces gens qui habitent dans des routes secondaires vont dire waouh, on n'a pas eu de route, ça fait 30 ans, 40 ans. Or, les routes secondaires réhabilitées sont majoritaires par rapport aux routes principales qui ne le sont pas. Donc, je pense que le président de la République aura des fortes chances d'être réélu, mais c'est le peuple qui va décider. En tout cas, ceux qui se seront enrôlés. Et je pense que ceux qui sont en faveur de la réélection du président de la République s'enrôleront pour pouvoir le rétablir pour un autre mandat. Je pense aussi que ce n'est pas bon quand une chose avance petit à petit, de chaque fois couper. Je pense que l'opposition doit rentrer dans le jeu, rentrer dans la chose publique, rentrer dans la gestion publique pour jouer son jeu de dire écoutez, ici vous faites ça mal et recadrer le tir. Je pense qu'on doit arrêter d'attendre qu'un pouvoir passe pour mettre la main à la pâte. Il faut un concept d'union sacrée, il faut un concept selon lequel nous avons un Parlement qui est composé, nous avons des institutions qui sont composées de personnes choisies autant par des personnes de majorité que d'opposition et nous avançons. Mais pour moi, par rapport à ce que je vois, dans chaque dossier, je ne sais pas si on a le temps de parler de chacun de ces dossiers. Il nous reste quelques secondes. Linda, on va faire un scénario pour terminer. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. En considérant que vous êtes la conseillère principale du chef de l'État, et pour ces temps qui restent, donc ces quelques mois qui restent, vous lui demandez, vous lui confiez un dossier important à réaliser pour ces temps qui restent avant les élections. Ça peut être quoi? En tant que job facilitatrice, ayant remarqué que notamment lui-même se plaignait des personnes appointées qui ne faisaient pas leur travail, je lui conseillerais de penser à créer une sorte d'entité de ressources humaines, de gestion du capital humain nationale, qui accepterait les nominations, les candidatures des personnes à certains postes de gestionnaire de l'État et qui ferait une sélection de la bonne personne à la bonne place en fonction des compétences. De ne plus choisir les gens en fonction de, oui, peut-être telle personne a conseillé ou en fonction de son avis personnel, parce que je pense qu'il est trop occupé pour se rendre compte. Vous avez une série d'instruments, des
des tests psychotechniques, vous avez une série de méthodologies qui permettent de cerner si une personne est vraiment compétente à être appointée à tel ou tel poste. Et je pense qu'il doit pouvoir s'entourer de personnes qui vont l'aider à sélectionner les personnes sur base de leurs compétences, sur base de leur profil psychologique, sur base de leur réputabilité managériale, parce que lui ne peut pas savoir dans les faits si cette personne est une personne qui paye les salaires des gens, qui est sociale, qui ne va pas dépenser de l'argent dans les boîtes de nuit ou détourner de l'argent. Il est trop occupé pour voir si les gens qui l'appointent sont réellement ce qu'ils disent être. Et alors après, lorsqu'il les appointe, il peut se retrouver face à des surprises. Donc moi, si j'étais son conseiller en ressources humaines, je lui dirais qu'il devrait prendre plus d'outils quantitatifs et qualitatifs internationaux pour la sélection des candidats, notamment des tests psychotechniques et tout, pour faire ses choix. Il faut la bonne personne à la bonne place. Le président de la République est d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais maintenant, il faut mettre en place une machine qui permette que ces personnes soient réellement appointées et non pas des gens qui, après, vont agir d'une certaine manière. Linda Ndundu Bonongue, cofondatrice du groupement des femmes politiques indépendantes GFPI à Kinshasa, business facilitatrice et auteur du livre Passeport pour l'emploi. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de la radio Afrique d'une seule voix. Merci, M. Mwamba. À vous. Au revoir. 4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo face au bilan. Devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.